Alors, bonjour à tous. Mon nom est Sylvain Verreault, directeur financier chez InnoCentre, et j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier de ce midi au nom d'InnoCentre, M. Danny Berthelet. J'ai eu le privilège de connaître Danny il y a quelques années au sein d'une entreprise où on évoluait ensemble. En seulement 18 mois, il a ramené à la profitabilité une division qui était déficitaire depuis des années. Et non seulement ça, il a réalisé ensuite une croissance du chiffre d'affaires de 10 et du bénéfice de 7 Un entrepreneur, un leader rassembleur et créatif, il a occupé des postes de direction clés dans des organisations comme les produits alimentaires Berthelet, la brasserie Molson, la Société des alcools du Québec, le groupe Solotech et plusieurs autres. Dans ces rôles, il a été responsable directement de conclure des partenariats stratégiques, de diriger des projets de co-entreprise, des acquisitions, de contribuer au développement des ventes et à l'expansion des marchés d'affaires, effectuer des redressements d'entreprise, élaborer des mandats de planification stratégique et j'en passe. En 2017, il s'est joint à l'équipe d'InnoCentre et il partage son savoir-faire auprès des entrepreneurs du Québec. C'est donc sans plus tarder que je lui cède la place, M. Danny Berthelet. Merci beaucoup, Sylvain. Ça fait plaisir d'accepter l'invitation. Merci à tous ceux qui sont en ligne pour écouter le webinaire en direct et salutations spéciales aussi à tous ceux qui vont m'écouter par la suite en différé. La planification de la croissance, ça me fait plaisir de partager les prochaines 45 minutes avec vous pour vous en parler. Je voudrais commencer peut-être en démystifiant tout de suite. Un énoncé choc pour ceux que j'espère que ça ne vous prendra pas tout par surprise, mais je vais vous annoncer la fin de la planification stratégique. Et une des raisons, c'est que depuis trop longtemps, on parle de planification stratégique, puis l'appellation, je trouve que ça a perdu son prestige. Les organisations, ne veulent plus se concentrer sur le processus, mais plutôt atteindre les résultats qui en découleront. Je vais donner crédit à Marc Malouin, un de mes collègues ici chez InnoCentre, où à notre arrivée ici à peu près en même temps, à l'automne 2017, on parlait de la planification stratégique. Puis à un moment donné, toute la discussion tournait alentour de la croissance des entreprises et puis l'évolution des entreprises. Et c'est là qu'on a décidé de plutôt se concentrer sur cette thématique-là. C'est sûr que les initiatives demeurent stratégiques, mais j'aime beaucoup plus référer au concept de planification de croissance que planification stratégique pure. Côté stratégique, on s'entend, des fois c'est un mot un peu scientifique qui peut intimider certains gestionnaires ou à un moment donné qui peut regarder ça comme étant un peu trop lourd. Au cours des prochaines 45 minutes, on va essayer de démystifier le concept et puis de le rendre plus terre à terre et plus actionnable pour l'ensemble des gens qui voudraient considérer à planifier la croissance de leur entreprise. Donc, c'est sur cette thématique que je vais vous annoncer le début de l'ère de la planification de la croissance. On s'entend que les thèmes communs de chaque organisation ou les objectifs ultimes communs d'une organisation, d'une association, d'une entreprise, d'un projet quelconque, c'est toujours basé sur les mêmes assises. Les organisations veulent évoluer, ils veulent s'améliorer et c'est sûr qu'elles désirent aussi performer. Dans ce contexte-là, quand on parle d'évoluer, c'est dans un contexte de prendre l'expérience, de continuer à avancer vers une destination. S'améliorer, mais ça le dit, hein, c'est de devenir meilleur à tous les niveaux. Et de performer, bien sûr, ben, c'est la résultante ultime, c'est qu'on ne fait pas tout ça pour régresser et ne pas performer. Au contraire, la performance nous permet de faire une attestation qu'on a atteint nos objectifs. Et puis, dans tout mon travail en ce qui concerne d'aider les organisations à mettre en place le plan de croissance, c'est toujours basé sur le principe suivant, c'est que les organisations ne doivent pas nécessairement grossir. J'aime mieux utiliser le fait qu'elles doivent grandir. Et on s'entend, c'est la même thématique, mais la nuance est simple, parce que quand on parle de grossir, souvent on met beaucoup trop d'emphase sur le chiffre d'affaires, et de toute façon, en conversation,
normal quand on parle d'organisation. Le chiffre d'affaires prend beaucoup de place. C'est sûr que ça en dit beaucoup. C'est une compagnie qui vend 2 millions, là, ça c'est une compagnie qui vend 50 millions. On s'entend, c'est pas la même chose. Mais quand on parle de grandir, OK, c'est un peu plus qualitatif. Oui, le chiffre d'affaires en fait partie, mais il y a plusieurs autres dimensions qui sont à l'intérieur de ce concept-là. Je vais les partager avec vous dans les prochains énoncés. Premier élément, c'est que les organisations doivent évoluer. Une organisation, ça a un cycle de vie. Comme un être humain, on peut la comparer en termes d'étapes évolutives. Chaque phase va avoir ses défis. Il va falloir les relever de phase en phase. Puis chaque phase aussi aura ses propres gains. La récompense de passer d'une phase à l'autre, ça sera que justement qu'on se qualifie et puis qu'on puisse envisager les actions qui vont nous supporter lors de l'autre phase. Souvent, les horizons de planification, on a tendance à les classer par année. Souvent, les entreprises disent « OK, je vais travailler sur ma planification, puis je veux un horizon de 3 ans. » Il y a quelques années, on parlait d'horizon de 5 ans. C'était même très commun. La majorité des plans stratégiques, là, dans les années 80-90, c'était toujours une vision de 5 ans. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. 5 ans, c'est beaucoup trop long. De toute façon, les hypothèses de travail pour l'année 4 et 5 sont plus valables. Au tout début du plan, là, on peut les remettre en question. Et les conditions externes, les forces externes du marché, de la compétition, des industries, etc., vont mettre l'emphase sur une vision un peu plus court terme. Et même si on choisit un horizon de planification de 3 ans, il va falloir revisiter le plan chaque année pour être sûr qu'il n'y a pas des nouveaux éléments qui peuvent nous affecter. On parle de certaines industries où ça évolue tellement vite. Beaucoup d'entrepreneurs me disent on ne peut pas faire une planification parce que les choses changent tellement rapidement dans notre industrie. Et moi, ma réponse dans ce contexte-là, c'est plutôt de dire, compte tenu que les choses changent, on va planifier pour être capable de recevoir le changement et savoir quoi faire quand ces conditions-là vont arriver. Donc, l'horizon de planification qui est uniquement basé sur les années, je la remets un peu en question. J'aime mieux une approche peut-être un peu plus moderne qui parle d'un horizon de planification qui nous permet de passer d'une étape de notre phase d'évolution, de notre phase évolutive, à l'autre étape. En termes de défis à relever, c'est que ce qui est caractéristique à chacune des étapes, c'est que les défis sont uniques. Les défis d'une entreprise qui est à son départ sont différents des défis qu'une entreprise en adolescence et encore très différente d'une entreprise qui est mature. Donc, c'est ce qui caractérise, en fin de compte, la passation d'une étape à l'autre. C'est vraiment que les défis doivent être adressés pour chacune des étapes et ça va nous qualifier pour aller à l'étape suivante. Ce qu'il faut faire aussi, c'est dans une gestion par cycle de vie ou par étape de croissance, c'est toujours important de garder le cap sur la prochaine étape qui s'en vient. Et là-dessus, j'aimerais ça vous partager certains concepts en termes de les cycles de vie typiques de l'entreprise. Si on compare, en fin de compte, un cycle de vie humain, on s'entend qu'il y a 3 grandes phases dans nos vies, l'enfance, l'adolescence et l'adulte. Et dans le tableau que vous voyez devant vous, j'ai décortiqué ça un peu pour faire l'analogie entre le cycle de vie de l'humain et celui d'une entreprise. Quand on parle d'âge, c'est certain que le 0 à 5 ans d'une entreprise, c'est l'enfance. Souvent, le chiffre d'affaires est entre 0 et 2 millions. On est à nos débuts et puis les défis de cette étape-là sont très importants à surmonter. Bien sûr, c'est la clé pour passer aux autres niveaux. La phase d'adolescence, souvent les compagnies ont entre 5 et 10 ans d'âge, de chiffre d'affaires entre 2 et 10 millions. Et puis, je vous dirais que la majorité des entreprises se retrouvent à l'intérieur de cette phase. Il y a 98% des entreprises qui comptent 90% des emplois au Québec qui sont à l'intérieur de la phase adolescente, donc en termes d'âge d'entreprise et surtout en termes de chiffre d'affaires.
quand on parle d'adultes, une entreprise plus mature, on s'entend que les compagnies ont plus de 10 ans d'existence. Une compagnie mature, on s'entend, c'est les 20 ans et plus. Et les chiffres d'affaires aussi, on commence à avoir des montants un peu plus sérieux, donc 10 à 25 millions de chiffre d'affaires. On parle d'assez grandes entreprises rendues à ce niveau-là. Et 25 millions et plus, on s'entend, entreprise mature. Quand on regarde le premier cycle, qui est celui de l'enfance, l'énoncé que j'ai écrit ici, c'est « Je suis un enfant, tout le monde s'occupe de moi ». C'est les startups. La majorité, toutes les compagnies ont passé par cette phase. Il y en a qui viennent qu'à passer à l'autre étape plus rapidement que d'autres. Mais ce qui est important de soulever dans cette phase-là, c'est que les compagnies souvent sont caractérisées avec beaucoup d'énergie, un bon esprit entrepreneurial, sont souvent rapides et agiles. Et c'est des forces qui sont très, très bonnes à avoir à cette phase-là. Le défi, c'est de les maintenir pour être capable de passer à l'autre phase. En termes de faiblesse, souvent les organisations, malheureusement, il n'y a pas de profondeur. Si vous regardez le nombre d'employés en moyenne de ces entreprises-là, hein, c'est 1 à 12. Dans l'organigramme, il n'y a pas de niveau hiérarchique. Souvent, c'est le fondateur, entrepreneur, entouré de quelques personnes. C'est des gens qui ont souvent la main à la pâte et qui sont très impliqués dans les opérations. Donc, il n'y a pas de profondeur organisationnelle. Pas d'outils. C'est pas parce qu'il n'y en a pas du tout, mais on dirait en termes de faiblesse, c'est qu'il leur manque des outils. C'est souvent basé sur les moyens qu'ils ont, même s'ils ont reçu du financement, puis ont de l'argent, une bonne capitalisation. Les outils sont souvent immatures, ils sont pas complets et ça cause d'énormes problèmes. Pas autant pour le présent, mais le fait de ne pas avoir d'outils dès le début, vous allez comprendre que ça peut limiter d'arriver à l'autre niveau. Puis surtout, pas de soucis. On s'entend, il y a toujours des soucis dans une entreprise, mais c'est un peu le côté de, compte tenu du niveau d'énergie, le côté entrepreneurial, c'est un peu le côté invincible. Hein, dans un startup, on parlera jamais de mauvaises journées ou de temps difficiles. L'optimisme va toujours prévaloir, puis ça peut être un piège parce que des fois, si on n'a pas les moyens de nos ambitions, malheureusement, ça peut nous rattraper. Si on regarde la phase subséquente, celle de l'adolescente, on s'y reconnaît tous, pour ceux qui ont des enfants dans votre entourage. L'énoncé que j'ai écrit, c'est « Je suis un ado, je connais tout, je n'ai pas besoin de personne ». Souvent, les entreprises qui atteignent une certaine maturité, on parle de chiffre d'affaires de 2 à 10 millions, 12 à 50 employés, on s'entend. La phase start-up, elle est derrière nous et on a des opérations qui, à toute évidence, sont viables. Souvent, les entreprises, à ce moment-là, elles sont caractérisées par un bon niveau de confiance, un esprit d'attaque qui est vraiment de conquérir, peut-être avec pas autant d'énergie que dans la phase start-up, mais peut-être un peu plus ciblé, mais après avoir capitalisé sur nos bons coups ou découvert de nos erreurs. Et tout le monde, comme un adolescent, on se sent fort et résilient. Ça aussi, ça peut nous rattraper parce que des fois, on peut entreprendre des défis qui sont un peu trop grands pour nous. C'est souvent les erreurs que les entreprises vont commettre, de vouloir aller à l'étape suivante un peu trop vite. Et puis, ça demeure quand même des bonnes forces à avoir parce que, ayant passé la phase de start-up, on est dans une phase opérationnelle et de rentabilité. Comme je vous disais tantôt, la majorité des entreprises se retrouvent à l'intérieur de la phase enfance ou adolescent. Et malheureusement, des entreprises très matures au Québec, on n'en a pas beaucoup. Je vous dirais que cette phase-là, moi, je la caractérise pas autant en termes de nombre d'employés ou en termes d'âge de l'entreprise, mais j'attirais votre attention sur le chiffre d'affaires, le 2 à 10 millions de chiffre d'affaires. Et comme je vous disais, il y a 235 000 entreprises au Québec qui sont dans ce créneau-là et 90% des emplois en affaires sont à l'intérieur de cette strate. La phase adulte, peut-être un peu moins pertinent pour l'auditoire d'aujourd'hui, mais on va en parler pareil parce que les compagnies jeunes adultes
le 10 à 25 millions de chiffre d'affaires. Il y en a quand même un certain nombre au Québec, beaucoup moins que le 2 à 10 millions, mais on a une bonne représentation. Ça demeure dans la strate des PME. Et puis, on parle de 50 à 100 employés. À ce moment-là, je mettrais plus d'emphase dans ce contexte-là sur le chiffre d'affaires que le nombre d'employés. Une entreprise qui est à 25 millions et plus de chiffre d'affaires, les considérations commencent à être très différentes en termes de ce qui est requis pour la gestion des outils, etc. Donc, les forces de ces entreprises-là, elles sont matures et plus sages. Ils ont fait la conquête de plusieurs défis dans les étapes antérieures. Réputation établie, et ça, c'est vraiment un fait remarquable, c'est que la réputation, c'est une bonne force. Ça peut être un piège aussi, parce que les compagnies qui ne voguent que sur leur réputation peuvent se faire rattraper. Mais une entreprise qui a un 10 à 25 millions de chiffre d'affaires avec un certain nombre d'employés, on s'entend, ils sont bien établis. Et ils ont une place bien définie dans la société. C'est sûr que certains se cherchent et ont besoin de se redéfinir, mais elles sont connues et les gens peuvent décrire quel est leur rôle là, dans la société, là, dans un contexte d'affaires. En termes de faiblesses, souvent, les faiblesses qui ressortent, c'est relié à des choses qui n'ont pas été faites dans les phases antérieures. Des fois, il manque un peu de rigueur, il y a un peu de complaisance. Quand on arrive à ce niveau-là, on entend souvent parler, mais c'est toujours comme ça qu'on a travaillé ici, c'est comme ça que ça fonctionne dans notre industrie. Et ça, malheureusement, beaucoup d'organisations, quand ils arrivent à une certaine maturité, peut-être un peu moins le goût de se réinventer. On arrive souvent dans une zone de confort. Ça, c'est un peu triste parce que les compagnies qui sont matures et qui sont bien positionnées et qui s'immunisent un peu contre le marché en termes de la compétition ou les nouvelles compagnies émergentes, la zone de confort, c'est une zone très dangereuse laquelle une compagnie pourrait se retrouver. Et quand je dis pas de fonds de pension, là, c'est pas dans le sens pur, c'est que souvent, ces compagnies-là n'ont pas planifié l'étape subséquente à la maturité, on s'entend, le manque de plan de relève et le manque de continuité en termes de génération future de gestionnaires ou de propriétaires, malheureusement, vont rattraper certaines de ces entreprises. Donc, si on regarde pour la croissance en général, pour passer d'un niveau à l'autre, il faut absolument la planifier. Les compagnies qui entreprennent la phase start-up et qui n'ont pas déjà une vision de qu'est-ce qu'ils veulent atteindre comme objectif ultime, on pourrait argumenter qu'ils n'ont pas fait leur travail comme il faut. Ils ont peut-être pu déposer leur plan d'affaires, ils ont peut-être pu promettre certaines réalisations, mais le point est, c'est qu'ils les ayant jamais fait, jusqu'à un certain point, ça peut être considéré comme un vœu pieux. Ce qui est important, c'est qu'il faut prendre le temps de penser au futur. Ce que l'autre étape de notre cycle de vie veut dire pour chacun de vous et que nous désirons et absolument mettre de l'emphase sur ce que nous désirons devenir quand nous allons être grands. Et à ce moment-là, les détails de qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, à ce moment-là, demeurent nébuleux. Vous allez voir un peu plus tard que c'est vraiment la clé de l'intervention, c'est de se concentrer sur les actions concrètes pour être capable d'arriver à ça. Mais l'énoncé qui est écrit ici est absolument essentiel dans une planification de la croissance. Il ne faut pas tomber dans le piège de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mais toujours se réserver du temps pour planifier qu'est-ce qui nous attend le lendemain. Donc, pour passer à l'autre niveau, il faut planifier notre croissance. L'approche que j'utilise est quand même assez simple, et puis on peut y aller en fin de compte en grands blocs. Ce qui se passe à l'intérieur de chacune des phases, on va considérer ça un peu plus tactique. C'est soit l'application de qu'est-ce qu'on a déjà planifié, ou encore c'est la réaction à des conditions du marché. Et à ce moment-là, à l'intérieur d'une phase, d'être tactique, c'est très correct. On exécute. Mais le contexte est que si on n'a pas fait la planification, de préparer cette phase-là qu'on est en train d'exécuter, ou pendant qu'on exécute, on ne trouve pas les moyens d'être capable de penser qu'est-ce qui nous attend dans la prochaine étape, mais c'est ça qui est d'être stratégique. À ce moment-là, les initiatives plus tactiques, on s'entend, on va les retrouver à l'intérieur d'un plan annuel, ce qui est très correct. Le plan annuel, c'est la liste de qu'est-ce qu'on a à faire dans l'année en cours. Les compagnies qui sont en start-up, qui n'ont pas de plan stratégique
détaillé jour 1. Ils ont un plan d'affaires, mais ils n'ont peut-être pas le plan stratégique. Bien, à ce moment-là, par définition, ils sont tactiques. Ils vont faire, on entend souvent dire, ben, je fais ce que j'ai à faire, hein, je vais vendre, je sollicite des clients, on est à produire nos services et nos produits. Mais à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut initialiser le bal, le processus, et d'être tactique au début de nos opérations, c'est tout à fait correct. C'est pas soutenable à long terme. Puis il y a des entreprises qui sont tactiques. On peut les décrire comme étant réactives. Et puis, souvent, les gens vont dire, oui, mais je réagis au marché. Et puis, nous, on est aux aguets, on fait une bonne vigie. Quand arrive quelque chose, on réagit tout de suite. Et j'aurais un argument assez fort pour dire que d'être réactif peut nous empêcher justement de voir les prochains coups sur lesquels on doit être proactif pour être capable d'entreprendre le défi. Donc, d'être tactique, juste pour être clair, c'est correct d'être tactique, mais ce qui est important, c'est que si on n'est pas capable de réserver un peu de notre temps à une pensée stratégique au début de nos opérations ou encore pour préparer d'autres phases, ça va nous rattraper. Peut-être pour petite matière de réflexion là, pour les gens de l'auditoire, c'est penser à combien d'heures ou de pourcentage du temps que vous consacrez à parler du futur. Je vous dirais, plus les organisations sont petites, plus le pourcentage est bas. Dans les grandes organisations, il y a un peu plus de profondeur. Il y a des gens qui sont dédiés qu'à faire que cela sur 100% de leur temps. Mais mon énoncé, la raison pourquoi je mets de l'emphase là-dessus, c'est qu'il faut absolument libérer du temps en termes de nombre d'heures par semaine ou en termes de pourcentage de temps dans un cycle trimestriel ou annuel pour se sortir des opérations et puis de planifier notre futur. À défaut de ça, ça va nous rattraper et ça va relancer justement la spirale d'être plus tactique que stratégique, puis on n'arrivera jamais à nos fins. Comment établir un plan? Ça fait partie de la thématique aujourd'hui. C'est une recette quand même assez simple. Je l'ai mis en 4 étapes. C'est sûr qu'il y a des sous-étapes, mais à vrai dire, la première étape, c'est toujours de prendre un portrait de où est-ce qu'on est aujourd'hui, de faire un bon diagnostic dans quel cycle de vie on est rendu. Fait que ce que je recommande aux entreprises avec qui je travaille, c'est sûr que quand on a un client ou on a quelqu'un à qui on a un mandat à exécuter, on sait exactement dans quel cycle qui se retrouve au point de départ. Mais ce qui est important, que nous, on le sache, c'est une chose, mais que l'entreprise en prenne conscience, l'organisation en prenne conscience. C'est important de faire un diagnostic, justement pour se décrire comme étant, on se considère-tu comme enfant ou comme ado ou comme entreprise mature. Et puis, si jamais vous posez cette question-là à l'intérieur de votre groupe, après avoir partagé la définition, vous allez voir que les réponses peuvent être assez divergentes. Et ce qui est important, c'est que tout le monde comprenne que la définition du groupe soit acceptée et qu'on puisse se situer. Dans le diagnostic du cycle de vie, c'est aussi important de prendre l'inventaire de nos forces et faiblesses, le fameux SWOT ou FFOM en français. C'est une première initiative très importante dans la mise en place d'un plan, c'est de prendre l'inventaire de qui on est dans notre cycle de vie, mais aussi qu'est-ce qui nous caractérise. D'établir le prochain niveau à atteindre, mais je l'ai mentionné un peu tantôt, ce qui a beaucoup évolué, c'est l'horizon de planification. Ça peut se traduire encore en années. On va planifier sur 3 ans, 4 ans. Je n'ai parlé un peu plus tôt, mais de plus en plus, on le voit. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et combien de temps qu'on se donne pour atteindre notre prochain niveau? Donc, un start-up, les conditions de start-up, on ne peut pas être en start-up pendant 20 ans. Malheureusement, il y a beaucoup de compagnies qui en sortent jamais, puis c'est un éternel recommencement. Mais il faut établir rapidement c'est quoi le prochain niveau à atteindre. De start-up à adolescent, c'est assez simple. Où on a un peu plus de difficulté, c'est quand on est à la phase d'adolescence, c'est de déterminer quand est-ce qu'on va devenir adulte. Puis ça aussi, c'est une analogie comme dans la vraie vie. Il y en a qui demeurent adolescents malgré leur âge pour toute leur vie. Et ce manque de maturité-là, ultimement, peut rattraper un individu, comme ça peut rattraper une organisation. Ce qui est difficile, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous attend à l'autre étape. Puis on nous demande de planifier pour comment y arriver. Et on s'entend, chacune des étapes a ses propres caractéristiques.
Et encore une fois, regardez l'analogie d'une vie humaine. Un adolescent qu'on lui demande de passer à une maturité et les efforts et les investissements, la concentration et le focus requis pour y arriver, c'est pas toujours évident. Fait que des fois, on a un petit blocage à l'interne où les compagnies ne veulent pas aller à l'autre niveau parce qu'ils voient ce qui est plus difficile à atteindre dans l'autre niveau versus les retombées dont ils pourraient bénéficier. Donc, ce qui est absolument clé dans l'approche, c'est de se donner des objectifs. Puis les objectifs, je vais en parler un peu plus tard, il faut les définir sur plusieurs dimensions afin d'être capable éventuellement de les atteindre. Et ce qui est clé dans mon approche et dans tout plan de croissance, c'est le côté de mettre en place les actions concrètes pour l'atteindre. Souvent, les plans stratégiques, qui sont souvent des beaux documents avec des beaux graphiques, des beaux tableaux, j'ai vu ça arriver trop souvent chez des clients, pas suite à nos réalisations, à mon exécution, peut-être à des réalisations antérieures, où les objectifs sont clairement définis, mais le livre de recettes ou encore en guillemets, le roadmap ou le parcours pour arriver à atteindre les objectifs, on n'a aucune référence dans le document du plan stratégique sur quoi faire pour y arriver. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je mets beaucoup d'emphase dans l'approche auprès de notre clientèle que le livrable d'une intervention qui nous implique, c'est d'avoir des plans d'action concrets, bien définis pour être capable d'atteindre nos objectifs. Puis quand on parle de concret, on parle ultimement à un roadmap qui définit la personne, le livrable sur lequel la personne doit travailler, ou les personnes, parce qu'on assigne des tâches, le situer dans le temps en termes de pour quand est-ce que la réalisation doit être faite, l'année 1, l'année 2, l'année 3 du cycle, et ultimement, qu'est-ce qu'il doit faire exactement, là, bien défini, de préférence avec un verbe d'action, quelque chose que quand on lit, on sait exactement qu'est-ce qu'on a à faire. Et c'est certain qu'une fois qu'on a des plans d'action, il y a beaucoup de bienfaits qui en découlent par rapport à une planification annuelle, l'assignation des objectifs, l'assignation des projets à l'intérieur du groupe. La matière première devient un plan de croissance et à ce moment-là, on devient très stratégique parce que les gens travaillent sur les réalisations qui est inclus dans le plan et on apprend à dire non aussi par le fait même, par des nouveautés qui pourraient nous distraire. Donc, j'ai une petite modélisation ici en termes de l'approche. Si on l'avait à résumer sur une page, première étape en termes de démarche qui est en ligne de comment mettre en place le plan. Le qui sommes-nous, c'est notre fameux diagnostic. Qui on est dans notre cycle de vie, où est-ce qu'on est en termes de nos forces et faiblesses. Forces et faiblesses, on va appeler ça souvent des systèmes internes. C'est des choses qui nous appartiennent, donc on prend l'inventaire. Les systèmes externes, donc les opportunités, les menaces, on en prend en note aussi, mais je dirais que ça va plus influencer de ce que nous allons devenir. Et la raison, c'est que l'opportunité doit être saisie, donc elle va être saisie dans le temps. Puis la menace doit être contrée. C'est des choses qui pourraient nous arriver ou qui nous arrivent. Et à ce moment-là, ça va influencer un peu plus le futur. Donc, la façon que le modèle se lit, c'est qu'on commence avec le diagnostic et tout de suite, on s'en va à l'étape de qu'est-ce qu'on veut devenir. C'est très important qu'avant de travailler sur quoi que ce soit, il faut clairement définir l'objectif de qu'est-ce qu'on essaie de faire. À défaut de ça, on peut y aller à tâtons ou complètement viser à côté du but. C'est une boucle, c'est toujours la même approche. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Puis après ça, l'élément du milieu, c'est comment allons-nous s'y rendre? C'est les fameux plans d'action qui vont être capables de combler l'écart entre la situation actuelle et la situation future. Si on regarde les organisations, la seule façon qui ont besoin, qui vont pouvoir atteindre comment mettre en place un plan, c'est qu'ils doivent absolument se donner des objectifs. Les objectifs, je les regroupe selon les dimensions suivantes. Souvent, les objectifs financiers, quand on demande aux entrepreneurs, c'est quoi vos objectifs de croissance, ils vont toujours répondre du côté financier. Le fameux chiffre d'affaires, d'être gros versus d'être grand. Et puis, des fois, ils vont parler un peu de la rentabilité, mais avant tout, toute l'emphase est sur le côté financier. Dans mon approche, moi, je regarde toutes les dimensions de l'entreprise
Et on va se donner des objectifs, non pas seulement sur les objectifs financiers, mais sur notre offre de service, les produits du futur, le marché, où on va vendre nos produits ou nos services, nos clients. On n'a pas besoin de les définir par nom, mais on peut parler d'une segmentation. Ça peut être assez précis en termes de quel type de client. Et surtout, notre modèle d'affaires pour être capable de les adresser. Ces 4 points-là qui sont en vert, je vais les adresser en bloc là, dans les diapos qui s'en viennent. Mais ce sont des points super importants sur lesquels il faut se donner des objectifs. L'innovation et notre marque, que ce soit notre marque corporative, peut-être plus la marque corporative là, que les marques de commerce, ça aussi, ce sont des points très importants sur lesquels on doit se donner des objectifs. Et le dernier bloc, et c'est pas parce qu'il est pas important, c'est juste l'ordre dans lequel il est présenté, nos employés, notre culture et de plus en plus notre citoyenneté corporative. Les compagnies du Québec, dans les années antérieures, c'était peut-être une dimension moins importante pour eux, mais aujourd'hui, c'est un incontournable. Les entreprises doivent avoir une bonne citoyenneté corporative. Que ça soit juste sur la base environnementale, c'est assez pour le justifier, mais ça peut être de plus en plus aussi sur une base sociale et de prendre place dans la région ou la ville où le MRC où l'entreprise va œuvrer. De s'associer à une cause, comme on dit, c'est de plus en plus important. Et il y a beaucoup d'entreprises aussi qui sont dans la phase start-up que les objectifs premiers de l'entreprise ressemblent plus à pour répondre à une cause que pour les fins du côté commercial. Donc, citoyenneté corporative, c'est un élément qu'on voit de plus en plus présent comme les objectifs. Donc, vous voyez une certaine profondeur à la mise en place des objectifs. Ce qui est à retenir de mon énoncé, c'est pas tout simplement les objectifs financiers qui sont importants. Il faut regarder l'ensemble des dimensions pour nous permettre d'avancer et de grandir. Donc, du côté financier, moi, je le résume assez simple. Quand on met en place les objectifs financiers, ce qu'il faut qu'on prenne en note à ce moment-là, c'est tout simplement les 4 éléments suivants, le chiffre d'affaires, notre marge, le bénéfice net et le BAIA. Si on peut se concentrer uniquement sur ces 4 chiffres-là, on va être correct en termes de donner les objectifs. Oui, on peut avoir des projections financières détaillées puis une modélisation. Moi, je recommande que ça vienne après qu'on ait déterminé les grandes lignes. Et tout est interrelié. Entre le chiffre d'affaires et la marge, on s'entend, on parle des intrants, de la productivité et de l'efficacité. C'est clé qu'on puisse se donner les objectifs à ces niveaux-là. Malheureusement, les entreprises ne mettent pas assez d'emphase là-dessus. Une entreprise manufacturière peut avoir entre 50 à 85% de leur chiffre d'affaires sont exprimés en intrants. Et on parle souvent d'une équipe de vente et d'un processus de vente, mais on ne parle pas assez souvent d'une équipe d'achat et des gens qui font de l'approvisionnement stratégique. C'est plutôt, j'ai plusieurs représentants et j'ai une personne qui est au payable à payer les factures des fournisseurs et pas une structure assez rigide en termes de supporter les intrants. Fait que je mets beaucoup d'emphase là-dessus. La marge est soulignée parce que c'est le nerf de la guerre en termes de création de valeur. Et tout ce qui est entre la marge et le bénéfice net, que ce soit les frais de vente, marketing, frais administratifs, frais de financement, on en tient compte en termes d'objectifs, mais ces chiffres-là sont toujours beaucoup plus petits que ce qui se passe en haut de la marge. Donc, c'est juste une saine planification et c'est surtout des dépenses en termes d'effectifs et de frais fixes qu'on a planifiés. Et ça nous amène au BAIA. Qui est simplement un dérivé du bénéfice net, là, où on rajoute l'amortissement, les frais financiers. Et c'est ça qui est la valorisation de l'entreprise. Donc, si j'avais à choisir un KPI ultime pour mesurer, en fin de compte, l'efficacité de notre croissance en termes d'indicateurs de performance, ça serait celui-là, qui est, en fin de compte, la valorisation de l'entreprise. Une valorisation supérieure démontre qu'on a atteint nos objectifs de croissance. Puis ce qui est important, c'est ce qui reste et non pas d'où ça commence. Et c'est ça qui complète du côté financier. Si on regarde, en fin de compte, les objectifs de la deuxième classe, qui sont notre offre de service, les marchés, les clients et le modèle d'affaires, la combinaison de ces 4 points-là, on appelle ça la proposition de valeur unique.
Puis pour ceux qui se demandent c'est quoi, mais c'est tout simple, c'est aussi simple que c'est une phrase qui décrit la promesse de valeur différenciée que vous faites à vos clients. C'est la principale raison pour laquelle ils devraient acheter vos produits ou services. Puis quand on pose cette question-là aux entrepreneurs, aux gestionnaires, quelle est votre proposition de valeur unique? C'est rare qu'on soit la bonne réponse du premier coup, mais on va être capable de cheminer puis d'organiser des discussions pour déterminer, en fin de compte, c'est quoi le positionnement. Et c'est la combinaison, pensez à un cadenas avec 4 chiffres, c'est la combinaison magique qui va déterminer l'équilibre entre ce qu'on vend, où on le vend, à quel client et de la façon qu'on le vend. Et vous comprendrez que la proposition de valeur unique, compte tenu que si on a un cadenas à 4 combinaisons, mais pensez au nombre de propositions uniques qu'il peut y avoir. Chaque combinaison devient une proposition unique. Et le truc, c'est d'en trouver une que personne d'autre a découvert et aller couvrir le marché en fonction de ça. Donc, proposition de valeur unique, un élément très important de définir le plan de croissance. Puis comme je disais, malheureusement, les entreprises le découvrent parce que de le planifier, c'est un peu plus difficile, mais quand on planifie, c'est beaucoup plus facile à atteindre. L'autre élément par la suite, qui est l'innovation. Encore là, l'innovation, un élément très important. C'est le cerveau de l'entreprise, hein, ce sont nos idées. Les entreprises doivent mettre beaucoup plus d'emphase sur l'innovation qu'on en fait aujourd'hui en termes de se donner des objectifs. Souvent, les compagnies confondent le crédit de recherche et développement avec ce qui est la fonction innovation. Mais l'innovation, c'est beaucoup plus que ça. Ce sont nos processus d'affaires, ce sont nos façons de faire, ce sont notre organisation et ça invoque le concept aussi d'amélioration continue. Il y était un temps où les compagnies pouvaient planifier, mettre en place quelque chose, puis dire, OK, mais c'est comme ça qu'on est, on est défini de telle et telle façon, on ne met pas en question nos processus, ni nos systèmes, ni nos outils. Et de nos jours, si on veut suivre la parade, pour utiliser cette expression commune, on doit continuellement s'améliorer et de remettre en question. Donc, de se donner des objectifs sur l'innovation, c'est un point important. Et surtout, penser au processus d'innovation dans vos entreprises. Quels sont les outils et les façons de gérer qu'on va évoluer dans nos façons de faire? C'est souvent un manque. Et de se donner des objectifs sur les processus qu'on veut mettre en place pour être capable d'être plus innovateur comme organisation sont essentiels. Dernier point, le cœur de l'entreprise, nos effectifs, donc que ce soit nos employés, notre culture, notre citoyenneté corporative, ce sont des éléments très importants sur lesquels on doit se donner des objectifs. Je vous dirais en termes d'employés, si on ne se donne pas des objectifs clairs en termes de comment on veut définir nos effectifs par leurs caractéristiques, par leur comportement et surtout par leur niveau de mobilisation, on n'y arrivera peut-être pas. Je dirais que la définition que j'ai rajoutée ici, qui est l'ultime à atteindre en termes d'objectifs, c'est d'avoir des employés mobilisés. C'est une personne qui est motivée, qui s'engage volontairement et pleinement dans une démarche qui, à terme, lui permettra d'atteindre et de réaliser ses objectifs. Je pourrais ajouter et ceux de l'entreprise. Et ça, c'est essentiel qu'on planifie pour atteindre ces niveaux-là. Je vous dirais que c'est le secret pour contrer ce qu'on appelle la pénurie de la main-d'œuvre. Vous allez voir les organisations qui vont contrer cette pénurie-là, parce qu'elle s'en ira pas, elle va même s'empirer dans les années à suivre. C'est ceux qui sont capables de créer un environnement par lequel leurs employés vont être mobilisés et eux vont recruter des nouveaux employés et vont attirer des gens vers l'entreprise. Donc, un employé qui se cherche un emploi et qui a, entre guillemets, l'embarras du choix à cause de la pénurie, le truc, c'est de l'attirer et c'est des organisations qui vont fournir un environnement de mobilisation qui va le permettre. La culture de l'entreprise est très importante, de définir aussi c'est quoi nos valeurs et pour les comportements qui facilitent le fonctionnement de l'entreprise. Qui sont partagés par la plupart des membres. Moi, je vous dirais que si on met de l'emphase sur la culture, tout le reste va tomber en place. Les entreprises qui n'ont pas de culture vont se cacher en arrière des procédures puis des manuels d'employés et de toutes sortes de choses qui sont sans âme et sans vie. Mais les employés qui ont une bonne culture, les employeurs qui ont une bonne culture et qui
sont capables de planifier en fonction des valeurs qu'ils mettent en place et qui agissent en fonction des atteintes vont bénéficier d'une performance beaucoup supérieure à ceux qui n'en ont pas. Et le dernier point, citoyenneté corporative. Bien, ça, c'est un mouvement des entreprises vers la résolution des défis. Excusez-moi. La résolution des défis environnementaux et sociaux qui coopèrent en coopérant de manière continue avec les organisations et les institutions et s'associant à des causes qui les tiennent à cœur. Donc, de se donner des objectifs là-dessus. Deux bienfaits, c'est qu'on va choisir une cause et ça va nous apprendre à dire non pour toutes les autres qui pourraient nous solliciter. Et à ce moment-là, on va pouvoir tenir le cap. Donc, en termes de piliers stratégiques, bien, les piliers stratégiques, c'est les regroupements de nos plans d'action. C'est qu'est-ce qu'il faut qu'on adresse en termes d'agir pour atteindre nos objectifs. Les piliers, c'est toujours les mêmes qu'on voit d'une entreprise à l'autre. Chaque compagnie va mettre de l'emphase sur des piliers différents. Ce qui est important à retenir, c'est que les piliers ne sont pas des fonctions ou encore des regroupements départementaux, mais c'est plutôt des choses qui vont traverser l'organisation et les piliers ne sont plus ou moins que la somme ou la thématique des actions qu'on doit mettre en place. Donc, on détermine les piliers stratégiques avant de faire les plans d'action et à ce moment-là, ça va nous permettre d'œuvrer précisément à atteindre les objectifs du pilier. Si vous regardez la liste qui est là, ça couvre pas mal l'inventaire de tout ce qui peut arriver dans une entreprise et peut-être si vous regardez la liste, il y en a qui vous interpellent plus que d'autres. Et le pilier, une fois choisi, ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas sur les autres, mais on va mettre plus d'emphase sur le pilier en question. On termine par les plans d'action. Donc, quoi faire, qui le fera et quand le faire sont essentiels. C'est le fameux plan d'action qu'on voit souvent sur une page en termes d'un mapping clairement défini dans le temps de qu'est-ce qui doit être fait pour atteindre les objectifs. Dans un premier temps, les objectifs du pilier et ultimement, les objectifs qu'on s'est donnés à long terme pour atteindre la phase future de l'entreprise. Je conclus en vous disant que dans l'ère de la planification de la croissance, toutes les organisations qui veulent évoluer, comment on fait pour y arriver? On regarde le cycle de vie. Tous ceux qui veulent s'améliorer, qu'est-ce qu'on fait? Il faut absolument se donner des objectifs pour atteindre l'autre étape. Puis pour toutes les entreprises qui désirent performer, comment on fait pour performer? On attaque par plan d'action. Pour ceux qui auraient des questions, c'est le temps de la session pour ça. Alors, bonjour. Si vous voulez poser une question, dans le coin supérieur droit de votre écran, il y a une petite flèche et ça peut vous donner la possibilité, là, si vous descendez un petit peu en bas, de poser une question. Alors, je crois qu'on en a quelques-unes. Ça ne sera pas bien long. Alors, on a une première question. Un auditeur qui demande pourquoi faut-il faire un plan de croissance si je sais ce que j'ai à faire à court terme? Ben, j'ai fait référence pendant la présentation, c'est que la somme de ce qu'on fait à court terme peut-être va nous amener à destination, mais c'est tout à fait aléatoire. Donc, quelqu'un qui me répondrait, je sais exactement ce que je sais quoi faire dans les prochains mois, dans la prochaine année. Moi, je répondrais, parfait, mais planifie-toi un peu de ton temps pour penser tout de suite à quelle est l'autre étape pour que tu puisses, en fin de compte, peut-être commencer à travailler là-dessus. Il ne faut surtout pas oublier que si on veut atteindre des objectifs dans 2 ou 3 ans, dans certains cas, ce n'est pas donné qu'on peut attendre à l'année en cours avant de commencer à travailler là-dessus. Il y a certaines initiatives, notamment, qui sont un peu plus longues, qu'il faut se préparer
des fois des mois ou dans certains cas des années à l'avance. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout faire le travail, mais si on ne pense pas à faire quelque chose aujourd'hui, puis qu'on attend que c'est le temps de le faire pour cogner à la porte, il risque d'être trop tard. C'est pour ça qu'on doit commencer à préparer pour le futur. On a un commentaire général que j'aimerais répondre. Il y a des gens qui demandent s'ils peuvent avoir une copie de la présentation. Ce que je vous dirais, c'est envoyer un courriel à info@innocentre.com et ça nous fera plaisir de vous transmettre la présentation. On a une autre question ici, Dani. Pourquoi faut-il impliquer mon équipe de gestion dans le processus? Ils savent ce qu'ils ont à faire, non? Ça, c'est une très bonne question. Pensez à ce que j'ai dit sur les plans d'action. Les plans d'action, on va les assigner à des intervenants. Si on est une petite équipe de moins de 10 personnes, il n'y a pas de raison pourquoi que la majorité des gens ne soient pas impliqués dans le plan de croissance. Je vous dirais que d'inclure les gens dans la planification, pour que la résultante soit qu'on leur assigne des tâches ou dans le plan d'action, bien là, on s'assure de l'engagement des employés. Et la différence, c'est il ne faut pas que ce soit le plan de la direction qu'on déploie à nos employés dans un contexte où on dit aux gens quoi faire. Il faut qu'ils participent à l'élaboration du plan et quand on leur assigne des tâches de réalisation dans les plans d'action, à ce moment-là, ils vont être mieux placés pour comprendre le contexte dans lequel ils ont à travailler sur quelque chose qui n'est justement pas leur quotidien. Puis ça, c'est essentiel que tout le monde soit au courant des objectifs de l'entreprise sur toutes les dimensions et que chaque employé il retrouve son rôle et sa contribution, et ça, c'est à tous les niveaux. Il n'y a aucune raison que la majorité, c'est pas la totalité des employés, puissent se retrouver dans un rôle quelconque qu'on peut ramener à un des objectifs du plan de croissance. Donc, c'est très important d'impliquer le plus de monde possible. Ça dépend des organisations. Moi, je dirais toujours, invitez les gens alentour de la table, parce que c'est des gens que vous avez besoin pour exécuter les actions qui vont vous permettre d'atteindre les autres niveaux. Ça rejoint la mobilisation que tu parlais tantôt. Tout à fait, oui. On a une dernière question avant de conclure le séminaire. L'auditeur dit « Mon plan va peut-être être désuet dans 12 mois. Ça va trop vite dans mon industrie. Qu'est-ce que je dois faire? » J'ai fait allusion à cet énoncé-là, à cet enjeu-là aussi, en disant que c'est sûr que le plan, il ne faut pas qu'il soit statique. Si on se prend un horizon de planification qui est d'atteindre l'autre niveau, puis on s'entend que ça donne 2 ou 3 ans, c'est tout à fait correct. Moi, je recommande une actualisation annuelle où on regarde où on est rendu dans le plan en termes d'exécution, mais on réfléchit aussi pour savoir est-ce que les conditions du marché ont changé, est-ce qu'il y a des nouveaux compétiteurs. Et à ce moment-là, je dirais que la toile de fond du plan ne changera pas, mais on va peut-être pouvoir ajouter quelques actions concrètes qui vont reconnaître ce qui est arrivé de façon spontanée. Et à ce moment-là, on ne perd pas le cap, mais ça nous permet d'avoir les yeux ouverts et que le plan ne soit pas statique. Donc, il y a un mécanisme qui est prévu, qu'on garde le plan vivant et c'est fini les jours qu'on a un plan de 3 ans ou 4 ans et on l'exécute à la lettre là, à huis clos sans tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il faut ouvrir une fenêtre pour, entre guillemets, l'actualiser puis de le garder pertinent. Alors, ça conclut notre webinaire de ce midi. Dani, merci beaucoup de nous avoir fait cette belle présentation et en espérant pour nos auditeurs que ça peut les aider dans leurs entreprises. Alors, merci à tous d'avoir participé et bonne fin de journée. Merci. Bonjour.